si on disait aux banques qu'on faisait une entreprise dans le domaine du Bitcoin, on se faisait fermer notre compte. Il y a eu des scandales dans tous les sens, à tous les niveaux, et pourtant le Bitcoin est toujours là. Avant, à l'époque, il y a quelques années, on n'avait pas trop le choix parce qu'il y avait peu de solutions. Maintenant, avec l'existence des brokers comme CoinHouse, tout est pris en charge et c'est beaucoup plus simple. L'expérience utilisateur-client, en fait, à chaque fois que je racontais mon parcours, on me disait tu devrais écrire un livre. Et donc c'est fait. Quand je raconte mon parcours, je dis non mais oui, j'ai écrit le livre. On me dit tu devrais faire une série Netflix. Donc voilà, peut-être dans quelques années, on verra. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Ça va, super, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'intervenir sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de ton parcours d'entrepreneur et de ton parcours chez CoinHouse et Ledger. J'aimerais te poser une première question, c'est comment as-tu découvert la crypto pour la toute première fois ? Alors c'était en 2013, je venais d'avoir mon troisième enfant, mon fils, et je venais de vendre ma start-up Prexing, donc j'avais du temps devant moi, j'avais la possibilité d'ouvrir un petit peu mon esprit et je cherchais surtout la prochaine aventure. Et à force de regarder un peu ce qui se passait sur Internet à l'époque, de lire TechCrunch, enfin tous les blogs un petit peu de tech, j'ai voyé de plus en plus d'histoires parlant du Bitcoin. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, cet argent magique de l'Internet ? Mais comment ça peut fonctionner ? Je comprenais pas, ça m'a intrigué. Et voilà, j'ai commencé à lire, à regarder. Plus je lisais, moins je comprenais. Mais ça a quand même piqué ma curiosité. Je voulais aller au bout du sujet, parce que ce sont tout ce qui est sujet un petit peu de l'argent était quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc j'ai lu, et puis à un moment, j'ai fini par comprendre, ça finit par s'assembler correctement dans mon cerveau. Et là, quand j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis dit que je devais consacrer les prochaines années de ma vie au Bitcoin, et c'est là que tout a commencé. Ok, donc c'est là où tout a commencé, et après on connaît la suite pour celles et ceux qui te connaissent davantage, mais tu es devenu, aujourd'hui tu es un géant dans le monde de l'entrepreneuriat français et dans le monde de la crypto en France. 2013, donc c'est les tout débuts de Bitcoin et de ton aventure. Et en 2014, si je ne me trompe pas, tu as ouvert la maison du Bitcoin à Paris. Est-ce que tu pourrais nous en parler justement pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette aventure qui était quand même, en 2014, un précurseur Oui, c'était... Alors donc en 2013, je découvre le Bitcoin et je me dis que je dois consacrer donc toute mon énergie à ça. Et donc concrètement, pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer une entreprise dans le domaine, créer une start-up, construire. Okay. Et je réfléchis à ce qu'on peut faire. Je regarde tout. On fait du mining, on fait des wallets, on regarde des systèmes de trading. Je m'intéresse un peu à tous les sujets, mais j'arrive pas à trouver la bonne approche, j'arrive pas à trouver la bonne idée, j'arrive pas à trouver quelque chose qui a du sens et dans laquelle je me dis, ça y est, je tiens une idée, je tiens une start-up, on peut y aller. Et j'ai vraiment du mal, et pendant des mois, j'arrive pas à mettre le doigt sur la bonne aventure, la bonne idée en quelque sorte. Et le temps passe, et je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, que j'avance vite. Et je décide de faire de ma faiblesse une force, c'est-à-dire de transformer ma non-idée en idée. Et c'est comme ça que je suis arrivé au concept, qu'on est arrivé, parce que j'étais avec Thomas France, mon associé à l'époque, on est arrivé à l'idée de la maison du Bitcoin, qui était un lieu physique ouvert à Paris, dans le Sentier, et qui avait pour seul objectif de prendre la parole sur le sujet, de faire un lieu qui pourrait rassembler toutes les personnes qui s'intéressent au Bitcoin à l'époque, tous les publics, le grand public, les pouvoirs publics, régulateurs, ceux qui s'intéressent à ça, les développeurs, les passionnés, de leur donner un lieu où ils pourraient échanger, créer des choses. Et le business plan, le business model en fait de la maison du Bitcoin, c'était on espère qu'il va se passer quelque chose. Je voulais créer un terreau d'opportunités. Donc c'est vraiment ça la genèse de la maison du Bitcoin, qui était un projet complètement illisible de l'extérieur, parce qu'on se disait mais qu'est-ce que vous faites ? Et je me rappelle quand j'ai fait le site internet de la maison du Bitcoin pour présenter ce qu'on faisait, je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Donc on a dit voilà, on va faire du coworking. Enfin, on a essayé de trouver des excuses pour faire un semblant d'activité. On avait mis en place un comptoir parce que l'idée c'était de permettre aux gens d'acheter des bitcoins avec du cash. Ils arrivaient, mettaient 5, 10 euros. C'était un peu expérimental. Au début, j'avais pas vraiment de vision très claire de ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que il fallait que je sois dans cet univers et je voulais être là au bon endroit, au bon moment et vraiment en se disant j'espère qu'il va se passer quelque chose. C'était vraiment ça la démarche. Ok, donc pas de business model précis, pas d'idée précise, vraiment
on espère qu'il va se passer quelque chose. Exactement. Elle a juste la vision et espérer que justement le choix de se positionner sur le Bitcoin à l'époque, c'était le bon choix, alors que ça avait rien d'évident puisque la maison du Bitcoin ouvre en mai 2014. Parce que le temps de faire des travaux, on trouve un local, on fait des travaux, etc. Ça a pris du temps et le Bitcoin est un peu dans la tourmente. C'est après la chute de Mt. Gox, le premier scandale du Bitcoin. Alors, ils ont été très nombreux après, mais en tout cas, c'est le tout premier, avec un cours du Bitcoin qui s'est écroulé. Tout le monde qui dit que le Bitcoin, c'est terminé. On avait eu un pic à $1,000 et après, ça s'était écroulé. La Chine a interdit le Bitcoin. Donc, on nous disait, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites avec cette maison? Le Bitcoin, c'est terminé. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et pour autant, nous, bien sûr, qu'on était absolument accrochés à la vision que ce n'était que le début. Et quand on ouvre, la seule chose que je fais, c'est il y a des curieux qui passent la porte, ils disent mais qu'est-ce que c'est? Et là je dis allez, asseyez-vous. Et alors je leur explique la blockchain, le consensus décentralisé, la théorie des byzantins, des généraux byzantins, et puis ils ressortent la tête comme une toupie en disant mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? Et j'ai dû expliquer le Bitcoin à des centaines et des centaines de personnes et on faisait des meetings, des réunions. On voulait que les gens, en fait, se rencontrent, et c'est ça qui a permis de créer des étincelles, et ce sont 2 rencontres, une première avec Nicolas Baca, qui avait son entreprise BTChip, qui était les prémices du hardware wallet, donc la carte à puce qui était utilisée pour sécuriser des clés privées Bitcoin, mais il y avait une technologie, mais pas de produit. Et de l'autre côté, Joël Pobeda, avec David Ballan et Vanessa Ravé-Sandratana, qui avaient créé Chronocoin à Vierzon, et ils vendaient des bitcoins par la poste, mais ils avaient besoin d'un média pour envoyer les clés privées. Les 2 ont commencé à se parler, BTChip, Chronocoin. Là, il a commencé à se passer quelque chose, justement, un produit qui arrive, et par contre, ils avaient un peu des lacunes dans le développement entrepreneurial, comment faire pour lever des fonds, comment structurer l'entreprise. Donc avec Thomas, on s'est dit là il se passe quelque chose. On a réuni tout le monde donc en juillet 2014 à la maison du Bitcoin et je lui ai dit voilà, on est là ensemble, on va fusionner nos 3 entreprises, la maison du Bitcoin, Chronocoin, BTChip et on va créer Ledger qui sera le leader mondial des solutions de sécurité. Voilà, okay. C'est comme ça que tout a commencé. Tu as répondu à ma question qui était qu'est-ce qui s'est passé justement, quelle est l'étincelle qui s'est déclenchée avec la maison du Bitcoin? La maison du Bitcoin s'est également transformée en coin house aujourd'hui. Alors voilà, ça a mis quelques années parce que si on reprend l'histoire, fin 2014, donc début 2015, on crée Ledger, on lève des fonds, on commence à commercialiser notre hardware wallet, mais en même temps, on continue de garder une activité grandissante au sein de la maison du Bitcoin, au sein du comptoir physique, qui est la vente et l'achat de Bitcoin. Okay. Puisque ce qu'on avait commencé de manière expérimentale s'est développé et on avait de plus en plus de gens qui disaient je veux accéder au Bitcoin, je veux en acheter. Ils savaient pas comment faire, ils étaient perdus parce que c'était une jungle à cette époque, encore pire que maintenant. Il fallait vraiment trouver les bons partenaires. Et à l'époque, il y avait une telle défiance du Bitcoin, et je continue de parler du Bitcoin et pas des cryptos, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment que le Bitcoin qui était connu et qui fonctionnait bien. Les gens avaient besoin d'être rassurés, d'aller à un endroit physique, de parler à quelqu'un qui allait leur expliquer. Donc il y avait tout un processus de vente, entre guillemets, qui était très long, puisque il fallait leur expliquer comment ça fonctionnait. Les gens voulaient tout comprendre. On passait des heures avec le client, puis à la fin, il nous achetait pour 100 €. On devait gagner quelques euros de commission. Donc, ça fonctionnait pas très bien, mais c'était pas le sujet. Et c'est seulement après qu'on a commencé à créer un business en ligne qu'on a appelé CoinHouse, qui était l'extension en ligne de la maison du Bitcoin et qui faisait la même chose, mais achat par carte de crédit, par virement. On commençait un petit peu à professionnaliser et à créer ce qu'on appelle un broker. Et Ledger s'est développé, et à un moment, quand Ledger a vraiment levé beaucoup d'argent, a vraiment commencé à avoir une croissance forte, on pouvait pas garder ces 2 business au sein de la même entreprise. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un spin-off. On a pris tout ce qui est CoinHouse et on l'a détaché pour le mettre dans une nouvelle structure, donc CoinHouse. Et là, on a mis un nouveau CEO. On a trouvé Nicolas Louvet, qui travaillait déjà avec nous depuis longtemps chez Ledger et qui nous avait accompagnés depuis nombreuses années. C'est donc Nicolas qui ensuite repris la direction de CoinHouse et qui l'a développé. Et ce sont 2 sociétés sœurs au début qui se sont séparées, qui maintenant chacune vit leurs aventures. D'accord, ok. Très intéressant de connaître justement les prémices de CoinHouse. Et quelles ont été, comme tu disais, c'était la jungle à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, quelles ont été vraiment les principales difficultés quand tu as créé CoinHouse ou Ledger, vu que c'était 2 sociétés en une? La plus grande difficulté qu'on avait à l'époque, c'était d'avoir un compte en banque, tout simplement.
Ok. Puisque ça, ouais. ah oui, c'était vraiment la base. En fait, si on disait aux banques qu'on faisait une entreprise dans le domaine du Bitcoin, on se faisait fermer notre compte. Et du reste, j'ai des lettres de fermeture de compte, de mise en demeure en disant voilà, dans 30 jours, on veut plus de vous. Et donc ça a été une galère sans nom de réussir à trouver des banques qui acceptaient de travailler avec nous. Donc on était obligé un peu de se faufiler, de pas dire exactement ce qu'on faisait, puis ça tenait un certain temps et la banque était fermée. Et ça, c'était vraiment très dur. Alors ça, c'est vraiment plus le côté entrepreneurial où on avait de grandes difficultés à exister, et pas que nous. Et donc, beaucoup de startups françaises soit décidé de partir, soit abandonnées, parce que l'accès au compte en banque, c'est quand même la base. Et sans ça, c'est quand même très compliqué, ne serait-ce que de payer ses salariés. Et du côté client, de la personne qui dit, tiens, j'ai entendu parler du Bitcoin, je voudrais en acheter. Là, c'était vraiment grand n'importe quoi. Soit c'était très compliqué avec des échanges, c'est-à-dire qu'il fallait créer des comptes et là, c'est du trading. Et il faut comprendre ce qu'on fait avec un vocabulaire et une notion compliquée de passer ses ordres, marcher et on appuie sur le mauvais bouton et on peut liquider tous ces actifs et donc c'est pas pour tout le monde. Et de l'autre côté, des endroits où on pouvait acheter par PayPal ou en cash où on ne sait pas trop à qui on s'adressait, avec la grande probabilité de se faire arnaquer ou de rien se faire livrer du tout. Donc il y avait peu de solutions et donc CoinHouse a vraiment été créé dans cet esprit-là de proposer une solution simple, sécurisée, facile. Et à l'époque, c'était de dire, attendez, chez nous, c'est simple, vous appelez un numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui vous répond. On a une adresse à Paris, en France. Vous pouvez venir nous voir. On voulait vraiment rassurer. Et c'est pour ça, à la base, que j'avais choisi le nom La Maison du Bitcoin. J'avais fait exprès de choisir un nom désuet parce que je voulais rassurer. C'est rassurant. Ouais. C'est rassurant et c'était le plus grand problème à l'époque. C'était la défiance totale qu'il y avait à la fois sur la technologie. Ça, c'est une chose, il faut l'éducation, mais aussi sur, en fait, l'univers et l'écosystème lui-même qui était quand même rempli d'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas extrêmement professionnelles. Et donc, il fallait vraiment naviguer à coups de serpe dans cette jungle. Ok, ça marche. Et je rebondis sur un mot précis que tu as utilisé il y a quelques minutes, c'est le mot broker. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement la différence entre un broker et un exchange? Oui, alors quand on veut acheter des actifs, quel que soit l'actif, et ça marche pas que pour les bitcoins ou les cryptos, on a deux choix. C'est soit on va créer un compte dans un échange, une place de marché, où il y a des personnes qui vendent directement ces actifs et qui placent des ordres, un carnet d'ordres en disant moi j'ai tel actif et je le vends à tel prix. Et en face, il y a des gens qui veulent acheter et donc ils doivent placer des ordres d'achat. Et quand les ordres se rencontrent entre l'achat et la vente, c'est ça qui fait le prix du marché. On est capable donc de pouvoir directement acheter des actifs et ensuite de se les faire livrer. Mais ça demande un certain mécanique, une compréhension qui est pas évidente parce que on a peu d'idées du prix qu'on va payer, parce que ça va dépendre de la profondeur de marché, ce qu'on appelle les problèmes de liquidité, ce qui est pas forcément évident à comprendre. Ensuite, il y a une véritable complexité sur le passage d'ordre. Est-ce qu'on passe un ordre marché? Est-ce qu'on passe un ordre limite? Donc, on a vite fait en fait de plus rien comprendre à ce qu'on fait pour quelqu'un qui n'a pas une compréhension et une éducation dans ce domaine-là. Et donc, ça va refroidir parce que, a priori, quelqu'un qui se dit, moi, je vais acheter du Bitcoin, je acheter un certain montant, je vais acheter du Bitcoin, point. Et je veux pas me poser de questions. Et en plus, je vais être accompagné parce que si on crée un compte dans une place de marché et qu'on se fait livrer ces actifs et donc ces Bitcoins, ça va être à vous de vous débrouiller pour les conserver. On va pas vous expliquer. C'est pas le rôle de la place de marché de vous expliquer la vie et de vous éduquer dans la manière dont on gère des Bitcoins ou des cryptoactifs. Okay. Un broker, lui, c'est un professionnel de finance qui est régulé de la même manière, qui donne le même niveau de garantie et de confiance, mais qui a juste pour métier de dire, OK, vous voulez acheter pour 2000 € de Bitcoin, pas de problème. Voilà le prix, je peux vous garantir ce prix un certain temps, je m'occupe de tout. Et je vous livre les bitcoins et je vous explique comment faire pour les conserver ou je les conserve pour vous. Et je vous accompagne aussi dans votre démarche puisque là, on a parlé du bitcoin, mais comme maintenant le marché s'est un peu complexifié, il y a plein de cryptos, il y a plein de questions. Il y a aussi énormément de possibilités d'utiliser ces cryptoactifs, de les placer, de faire du staking. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et là, il y a besoin d'avoir du conseil et c'est le rôle du broker qui va vraiment accompagner le client. En contrepartie, en général, le broker prend une marge un petit peu plus importante qui fait payer le service. Et c'est aussi ça ce qui distingue et qui fait que parfois, des gens vont se dire moi, je vais aller sur un échange pour économiser un petit peu d'argent. Mais bon, aujourd'hui, avec CoinHouse qui a baissé ses frais et qui est du même niveau que d'un échange,
honnêtement, à moins d'être un véritable professionnel et de savoir exactement ce que l'on fait, passer par un broker, c'est vraiment pour 99% des gens qui veulent aller s'exposer en tout cas aux cryptoactifs. Ok, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas la différence entre l'existence des deux déjà et la différence entre les deux. Donc, en tout cas, je dirais qu'un particulier n'a pas besoin de connaître l'existence d'une place de marché parce que ça, c'est vraiment pour des professionnels. Et aujourd'hui, à l'époque, il y a quelques années, on n'avait pas trop le choix parce qu'il y avait peu de solutions. Maintenant, avec l'existence des brokers comme CoinHouse, plus besoin de s'embêter. Tout est pris en charge et c'est beaucoup plus simple. L'expérience utilisateur-client est vraiment au top de ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Ok, ça marche. Je mettrai le lien vers le site de CoinHouse dans la description de cette vidéo et j'ai fait également un tutoriel il y a quelques semaines sur CoinHouse, donc je vous mettrai toutes les ressources dans la description. J'ai une question. Si tu avais 10 000 euros à investir aujourd'hui, que tu devais les investir sur CoinHouse par exemple, sur quel actif tu les investirais? Alors, si on pose cette question à moi, alors moi, il faut savoir que je suis depuis longtemps un grand défenseur du Bitcoin et quasiment un maximaliste du Bitcoin. Alors, pas un maximaliste au sens hardcore, c'est-à-dire que les autres coins existent, Ethereum, etc. Enfin, ça me va très bien et donc je ne combats pas les autres coins. Mais à titre personnel, moi, mon portefeuille, je dois être à 99% en exposition Bitcoin. Donc forcément, si tu me dis, tiens, 10 000 euros, je mettrai que du Bitcoin. Mais ça, c'est moi. Je pense que quelqu'un qui veut commencer, souvent, il a envie d'avoir un petit peu de rendement, peut-être prendre un petit peu plus de risques et s'exposer à quelque chose. Et donc, quand on me demande conseil à moi et que je donne, tiens, voilà ce que tu devrais faire, toi, ce qui est un petit peu différent, je propose souvent une exposition à 70% en Bitcoin, parce que ça reste quand même pour moi la base, et faut pas déconner. Ensuite, 20% Ethereum, parce que là, il y a aussi pas mal de potentiel. C'est un crypto actif qui est quand même très solide, qui est différent de Bitcoin dans sa vision des choses. Et puis ensuite, 10% sur une crypto un petit peu diverse. Ça peut être Atom, par exemple. Enfin bon, bref, il y en a plein. On regarde et puis on peut s'exposer. Et là, il peut y avoir des variations beaucoup plus importantes. Donc avec un risque aussi plus important. Et c'est une manière de pouvoir mettre un petit peu d'étincelles supplémentaires. Mais sinon, et pour ceux qui veulent pas se poser de questions et qui veulent aussi avoir une exposition maximum en fait à une capacité de rendement, il y a aussi des fonds qui sont gérés par CoinHouse avec un certain nombre de cryptos qui sont arbitrés, un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les banques avec des fonds d'actions, etc. Donc il y a différents types de portefeuilles, de prudent jusqu'à dynamique pour pouvoir gérer à la fois le risque et le rendement. Ok, très intéressant d'avoir ton point de vue sur cette question. Et tu disais que tu étais quasiment un Bitcoin maximaliste. Donc j'ai une question pour toi, c'est quelles sont les valeurs que tu apprécies le plus dans la blockchain, notamment la blockchain Bitcoin? Alors oui, dans la blockchain Bitcoin, évidemment, puisque pour moi c'est la même chose. Alors parce que le Bitcoin en fait, donc c'est la première crypto, elle a cet effet réseau qui est extrêmement important et qui fait sa valeur. Il y a aussi une résilience extrêmement forte du Bitcoin puisque ça fait plus de 10 ans que ça existe. Il y a eu des scandales dans tous les sens. À tous les niveaux, et pourtant le Bitcoin est toujours là, c'est-à-dire que même quand tu as les plus grandes places de marché dans le monde qui s'écroulent et qui normalement devraient entraîner avec soi l'ensemble des actifs, le Bitcoin est toujours là, il résiste, il a cette capacité de résilience, de résistance à la censure qui est extrêmement puissant. Le minage, le consensus décentralisé basé sur la preuve de travail est pour moi la meilleure façon de pouvoir gérer cette résistance à la censure. Et le Bitcoin incarne vraiment toutes les valeurs de véritable décentralisation. Et pour moi, il a été créé pour être un actif alternatif à ce que l'on connaît et d'avoir la résistance maximum. C'est-à-dire que on peut pas désinventer le Bitcoin, on peut pas dire on va interdire le Bitcoin, on peut pas interdire les mathématiques. Et le Bitcoin est tellement pur et il est tellement en fait résistant au changement, c'est-à-dire que c'est effectivement très difficile de changer le code, de le faire évoluer. Et il y en a qui vont dire attendez, le Bitcoin c'est pas bien parce que on peut pas augmenter la taille des blocs, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Mais justement cette résilience, cette résistance au changement fait sa force. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment la première des cryptos, qu'elle joue un rôle de réserve de valeur.
que d'autres cryptos peuvent jouer un rôle plus de monnaie, de smart contract, et ça c'est très bien. C'est pour ça que je suis pas opposé à ce que d'autres cryptos existent, bien au contraire. Mais en tout cas, pour moi, le Bitcoin incarne la valeur fondamentale de liberté, de préservation en fait de valeur. Ok, très intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Revenons un petit peu à donc, ton parcours entrepreneurial, notamment à Ledger. Comment ça s'est passé justement la séparation entre CoinHouse et Ledger et pourquoi avoir créé Ledger? Comment vous avez eu l'idée et comment ça s'est déroulé? Alors Ledger s'est créé suite à la rencontre de BTChip et de Chronocoin dont je parlais tout à l'heure. On a vu qu'il y avait un besoin assez important sur le marché fondamental de conservation des actifs, conservation du Bitcoin. Et en France, on a inventé la carte à puce, qui est un élément sécurisé qui permet dont le rôle est de conserver des secrets et de le protéger contre tout type d'attaque, qu'elle soit logicielle ou matérielle. Donc on avait l'outil idéal pour pouvoir créer ce coffre-fort nouvelle génération pour Bitcoin. On s'est dit qu'il y avait un marché mondial et que l'éthos du Bitcoin étant la décentralisation, le fait d'avoir le self-custody, c'est-à-dire de conserver soi-même ses actifs, était indispensable et donc on devait fournir les outils. Et c'est sur ce point-là qu'on a créé Ledger. On avait vraiment toute la technologie, le produit et la vision de marché. On l'a créé en 2015. Pendant 2 ans, ça a été la traversée du désert parce que le Bitcoin restait à un niveau de prix qui était assez faible et tout le monde nous disait que ça marcherait pas, que on n'arriverait pas à changer, à introduire un nouveau device hardware, parce qu'on vend quand même une clé, ça ressemble à une clé USB, même si c'est un petit ordinateur avec un écran et des boutons. On disait, vous utilisez les téléphones, utilisez les smartphones, vous embêtez pas à créer un nouvel objet dont personne ne voudra. Pourtant, on savait qu'il était nécessaire d'avoir un objet, simplement parce qu'on doit donner une consistance, en fait. Ça permet de donner l'impression aux gens qu'ils possèdent quelque chose. Et surtout, ils ne veulent pas, on avait compris qu'ils ne voudraient pas mélanger ça avec leur smartphone. Ce sont deux univers différents. Et de toute manière, le smartphone n'a pas le niveau de sécurité nécessaire pour conserver des fonds et des bitcoins. Lorsque le Bitcoin a explosé en 2017, explosé dans le bon sens, des fois il explose dans le mauvais sens, mais en tout cas là c'était dans le bon sens. En 2017, on pensait vendre 30 000 unités de notre produit, 30 000 hardware wallets, on en a vendu 1 million. Donc ça a été une croissance phénoménale, ça a été la folie, et là je pourrais ergoter pendant des heures sur les leçons et tout, mais je vais pas le faire. Et toujours est-il que Ledger a levé à cette époque près de 80 millions d'euros pour accélérer son développement et soutenir sa croissance, et c'est à ce moment-là qu'on ne pouvait plus garder les deux activités de broker et de produits de hardware wallet dans la même entreprise, tout simplement parce qu'une activité est régulée, l'autre n'est pas régulée, une activité est sans TVA, l'autre est avec TVA, et par rapport à des investisseurs et par rapport à une vision de marché, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est trop compliqué, et il fallait vraiment couper en deux, et c'est pour ça qu'on a séparé les deux entreprises, et c'était une décision qui était pleine de sens, de bon sens, et qu'on ne regrette absolument pas. C'était vraiment la bonne chose à faire, et aujourd'hui je suis très fier et heureux de voir que la maison du Bitcoin, en fait, cette idée de créer des opportunités en disant, voilà, j'espère être là au bon endroit au bon moment, finalement ça a donné la naissance à Ledger, et à CoinHouse, ça a donné la naissance à deux des plus grandes entreprises françaises de cryptoactifs. Ok. Donc, ouais, effectivement, je comprends mieux la scission entre les deux. Du coup, Ledger, on connaît tous la suite. C'est devenu une licorne française à un fleuron, notamment dans la crypto au niveau mondial. Et aujourd'hui, tu n'es plus CEO du Ledger. Non, j'ai quitté mon poste en 2019. Alors là encore, c'est un petit peu une longue histoire, mais je vais la faire très très courte. 2017, très forte croissance, on recrute beaucoup. 2018, le Bitcoin explose dans le mauvais sens. 2018-2019, on est en bear market et Ledger doit se restructurer parce qu'on avait vraiment recruté en pensant que ça allait continuer to the moon, mais ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu se restructurer. Et quand on a réfléchi à une restructuration, à l'époque, il y avait une direction bicéphale, moi et Pascal Gauthier, que j'avais fait venir en 2017 pour nous aider à accélérer l'entreprise, puisqu'avant il était juste, entre guillemets, board member et investisseur, il est devenu opérationnel. On s'est dit, on peut pas rester à deux, et donc on a réfléchi, on s'est dit, qui doit rester, et pour faire très court, c'est Pascal qui est resté, et moi je suis parti vers d'autres aventures. Ok, et d'autres aventures
plutôt des aventures dans l'idée de transmettre et d'investir pour participer au développement. Oui, alors ça a été en 2019 où j'ai été casté dans Qui veut être mon associé sur M6, où j'ai développé plus une activité d'investisseur que j'avais auparavant, mais en tout cas qui s'est accélérée parce que aussi avec le fait d'exposer au grand public par ce biais-là m'a plus envoyé dans cette direction. Mais en réalité, ce que j'ai appris avec Qui veut être mon associé, et du reste on continue à sa 4e saison, donc ça fait déjà 4 ans maintenant, qui commence dans quelques jours, voilà, le 17 janvier, c'est qu'en réalité ce que j'aime faire, c'est pas tellement investir, c'est pas le sujet, c'est accompagner, comme tu le disais, les entrepreneurs. J'aime vivre des aventures par procuration, et en réalité c'est vraiment ce que je fais ces dernières années. Ce sont mes activités maintenant. J'ai mis en place des masterclass, j'accompagne les entrepreneurs, j'ai mis en ligne un cercle d'entrepreneurs pour justement aider à faire de l'entraide, à essayer vraiment de mettre en place des outils et des services pour aider les entrepreneurs à mieux entreprendre. Et c'est ça aujourd'hui ce qui m'anime, et c'est vraiment ce métier-là que je fais de manière principale. Ok, je suivrai de très près la nouvelle saison comme tous les ans d'ailleurs. Et donc tu as investi dans tout type d'entreprise, pas que crypto. Est-ce que tu investis toujours dans des entreprises crypto et également dans la crypto? Alors, j'essaie au contraire de m'éloigner de la crypto. C'est pas une défiance, mais c'est plus que j'ai quand même fait beaucoup de choses en crypto. Je suis enfin une grosse partie de mon patrimoine, en tout cas entrepreneurial, est quand même à mort dans la crypto avec Ledger et CoinHouse. Et lorsque j'ai cherché plutôt à investir dans d'autres boîtes, j'ai vraiment tout regardé. Et aujourd'hui, mon portefeuille j'ai une 50aine de boîtes. Il y en a peu finalement qui sont l'univers de la crypto. J'en ai fait quelques-unes, j'en ai raté quelques-unes, j'ai notamment raté Sorare. Ouais. Voilà, là je suis vraiment passé à côté parce que voilà, le foot ça me parlait pas, et donc comme quoi on fait toujours des bêtises, et même voilà, moi qui suis censé être une personne dans la crypto, comme tu le disais, un géant, employer ce mot, voilà, je suis complètement, j'ai pas réussi à comprendre ce que Nicolas Julia a essayé de faire, et donc on n'est pas du tout à l'épreuve des conneries et des erreurs, et donc aujourd'hui, j'ai des restaurants, j'ai des entreprises dans des domaines très différents, et dans la tech ou pas que dans la tech. Mais j'ai voulu m'éloigner exprès de la crypto et du Web3 pour pas être que là-dedans. Et ça, c'est plus... Je me disais que c'était plus pour diversifier mon patrimoine, mais en fait c'est parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'aime découvrir de nouvelles industries et aller voir de nouveaux projets. Donc c'est ça en fait qui m'a motivé d'aller vers d'autres cieux. Ok, très intéressant. Et donc tu ne te relancerais pas dans une aventure entrepreneuriale Web3, crypto? Non, et même tout court. Tout court. Ok, d'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mon cercle, mais c'est très différent parce que je suis plus dans la transmission, l'accompagnement, et c'est pas une boîte où je lève des fonds, j'accélère et je me mets à tout courbouillon, et non, ça je veux pas revivre ça, c'est trop dur. Voilà, j'ai bien fait, j'ai bien donné, je pense que j'ai plus rien à prouver, et donc maintenant je me dis ok, je le fais tranquille, j'ai une slow life, je fais ce que j'aime tranquillement, parce que j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai plus 20 ans ni 30 ans, et donc voilà, j'y vais tranquillou, et je suis très heureux comme ça. Ok, et en parlant de transmission, prochainement, dans quelques jours, ton livre va sortir. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as pris la décision de créer ce livre, d'écrire ce livre et de le publier? Alors, Entreprendre pour être libre, c'est donc le livre que j'ai écrit. Ça fait un certain temps que ce livre me trotte dans la tête, et ce livre, c'est tout simplement mon autobiographie. Donc, je raconte tout mon parcours, émaillé aussi de tous mes conseils et leçons de vie que j'ai pu apprendre et acquérir au fur et à mesure de ce parcours. Et donc, il se destine à la fois aux personnes qui ont envie de comprendre comment j'ai entrepris, qu'est-ce que j'ai pu faire, tout un petit peu mes pérégrinations, et en même temps aussi à des entrepreneurs qui veulent aller chercher des conseils et aller récupérer des infos qui pourraient peut-être leur être utiles pour leur propre entreprise. Et en fait, à chaque fois que je racontais mon parcours, on me disait tu devrais écrire un livre. Et donc c'est fait. Et maintenant on me dit quand je raconte mon parcours, je dis non mais oui, j'ai écrit le livre. On me dit tu devrais faire une série Netflix. Donc voilà, peut-être dans quelques années on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai un parcours un peu atypique où il se passe pas mal de choses, et j'espère que ce livre
au-delà d'apporter des enseignements, etc., ce sera surtout agréable à lire et ce sera sympa de pouvoir revivre avec moi tout mon parcours et mes aventures. Ok, j'attends avec impatience sa sortie qui arrivera. Le 17, voilà, il sort donc en livre, et e-book, mais aussi en livre audio que j'ai enregistré moi-même avec Audible et qui sera disponible sur toutes les plateformes. Que j'ai enregistré avec Audiolib et qui sera disponible sur toutes les plateformes dont Audible. D'accord, ok, ça marche. Ok, en tout cas, merci à toi pour avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin, pour soit les entrepreneurs qui veulent se lancer ou soit les investisseurs crypto qui démarrent 2024 avec une année qui s'annonce intéressante, on va dire. Ça va être l'année de tous les possibles, 2024, entre les ETF, le halving et tout un tas de choses. Cependant, attention, il faut se méfier des mirages. Rien ne se passe toujours comme on le pense. Donc, le message que je donne toujours, qui est un message tout simplement n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je pense que c'est toujours important de le répéter, et ça je le dis depuis des années. Le Bitcoin, c'est une manière, en tout cas, et la crypto, c'est une manière c'est un actif, un véritable actif d'investissement, mais voilà, ça monte, ça descend, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais ce qui est certain, c'est que si quelqu'un se pose la question, en fait, est-ce que je dois investir dans le Bitcoin? Et moi, je reviens toujours au Bitcoin, parce que pour moi, c'est le fondamental. La réponse, c'est oui. Et pourquoi? Parce que en investissant dans le Bitcoin, on est un peu obligé de le comprendre pour y aller, de passer du temps. Et pourquoi c'est intéressant de comprendre le Bitcoin? Parce que pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin, on doit comprendre comment fonctionne la monnaie, l'argent. Et rien que ça, c'est un savoir absolument incroyable. Et donc, intéressez-vous au Bitcoin. N'investissez qu'une petite partie de votre patrimoine, mais par contre, allez-y parce que c'est extrêmement riche en enseignements. Et pour moi, ça a été passionnant de découvrir tout l'envers du décor en fait de la monnaie. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, après, c'est difficile de pas tout mettre en Bitcoin. C'est un excellent mot de fin. Je te remercie. Merci à toi d'être intervenu sur la chaîne. À très bientôt. Salut.